Ma femme m'a envoyé un message depuis Los Angeles, je veux un mariage ouvert. Ce n'est pas négociable. Alors j'ai simplement répondu, compris. 47 minutes plus tard, sa réalité tout entière était détruite. Que ai-je fait? Ma femme m'a envoyé ce message depuis le bar d'un hôtel à Los Angeles à 22h30 un mardi soir. J'étais assis à la table de ma cuisine à Denver, en train de réviser des notes de déposition, ma deuxième tasse de café refroidissant à côté de moi. Le téléphone s'est allumé. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Puis j'ai posé le téléphone face contre la table et je suis resté très immobile pendant environ 30 secondes. Je veux un mariage ouvert. Ce n'est pas négociable. Nous pourrons parler quand je rentrerai vendredi. 11 mots. 14 si vous comptez, nous pourrons parler quand je rentrerai vendredi. Ma femme depuis 9 ans m'a envoyé ce message depuis le bar d'un hôtel à Los Angeles où elle était pour une conférence depuis dimanche. Une conférence que j'avais payée, une conférence pour laquelle j'avais reporté 3 réunions avec des clients afin qu'elle ne se sente pas coupable du moment choisi. Ce qu'elle ne savait pas, ce dont elle n'avait absolument aucune idée, c'est que j'avais déjà passé les 6 semaines précédentes à me préparer très minutieusement pour une conversation exactement comme celle-ci. J'ai tapé 2 mots en retour. Compris. Dors bien. Et puis j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient discrètement démanteler la vie dans laquelle elle pensait revenir vendredi. Mon nom est Gideon Ashworth. J'ai 42 ans. Je suis avocat en droit de la famille à Denver, Colorado, ce qui signifie que je passe ma vie professionnelle à regarder les mariages des gens exploser au ralenti. Je connais chaque astuce, chaque manœuvre financière, chaque angle juridique. Je sais ce qu'un conjoint cache, et je sais exactement où il le cache. J'exerce depuis 14 ans, et j'ai traité plus de 200 cas de divorce. J'aurais dû voir cela venir. C'est moi qui dis aux autres de chercher les signes. Je n'ai pas cherché. C'est la partie qui me tient encore éveillé certaines nuits, pas la trahison. J'ai fait la paix avec la trahison. Ce que je ne me suis pas entièrement pardonné, c'est l'aveuglement volontaire, car les signes étaient là. Et moi, un homme qui gagne sa vie en lisant les gens, j'ai choisi de les ignorer. Mais nous y viendrons. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous touche personnellement, si vous êtes assis quelque part en ce moment en reconnaissant des éléments de ce que je décris, abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi où vous en êtes dans votre histoire. Et si c'est le genre de choses qui vous fait voir les gens de votre vie différemment, aimez cette vidéo. Je lis chaque commentaire personnellement, et je réponds quand je le peux. Cette chaîne existe parce que ces histoires méritent d'être racontées. Maintenant, revenons à Serena. Serena Ashworth, 38 ans. Elle dirigeait la division marketing et événements pour un cabinet d'architecture de taille moyenne appelé Vance Galloway Partners, basé dans le quartier de Reno à Denver. Elle était douée dans son travail, véritablement talentueuse, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce pleine de clients sceptiques et en sortir avec un contrat signé. Elle avait ce don. Je l'avais toujours admirée. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds en centre-ville, à l'époque où j'étais encore dans un grand cabinet et où elle travaillait pour une organisation à but non lucratif. Elle se tenait près du bar, se disputant avec quelqu'un au sujet de l'acoustique de la gare Union Station, et je me suis approché et j'ai pris son parti, principalement parce qu'elle avait raison, en partie parce que je voulais une excuse pour lui parler. Nous nous sommes fiancés 14 mois plus tard. Mariés en septembre dans un lieu à Lyon, Colorado, avec les montagnes derrière nous et 70 personnes qui nous regardaient. Les 5 premières années ont été bonnes. Pas parfaites, rien ne l'est, mais véritablement bonnes. Nous avons acheté une maison à Washington Park. Nous dînions avec des amis. Nous voyagions quand nous le pouvions. Elle voulait des enfants. J'étais plus lent à y arriver et cette friction était réelle, mais nous y travaillions. Ou je pensais que nous y travaillions. C'est à la 6e année que les choses ont commencé à changer. Et je dis cela maintenant avec la clarté du recul. À l'époque, j'étais occupé. J'avais pris en charge une affaire majeure qui a consumé ma vie pendant la majeure partie de 18 mois. Une dissolution de mariage avec des actifs importants impliquant un fondateur de technologie et une évaluation d'entreprise contestée. Je facturais plus de 60 heures par semaine. J'étais à la maison physiquement, mais je n'étais pas présent. Je le sais. Je l'ai assumé. Serena a commencé à passer plus de temps avec ses collègues de travail. C'est normal. Je ne l'ai pas remis en question.
Elle a commencé à assister à plus d'événements de l'industrie, parfois avec nuitée. C'est aussi normal. Elle travaillait dans l'événementiel et le marketing. Je ne l'ai pas remis en question. Elle a commencé à être plus sur son téléphone, à le protéger de petites manières, en retournant l'écran quand je passais, en l'emportant avec elle dans d'autres pièces. J'ai remarqué. Je l'ai classée quelque part au fond de mon esprit où je gardais les choses que je ne voulais pas examiner de trop près. Et puis, il y a environ 8 mois, le nom a commencé à apparaître. Holden Greer. Il était architecte principal dans un cabinet concurrent. Elle l'a mentionné une fois en passant. Ils avaient participé ensemble à une table ronde lors d'une conférence à Phoenix. Puis elle l'a mentionné à nouveau. Puis il a commencé à apparaître dans ses plans de week-end de la manière décontractée, presque invisible, dont les personnes importantes s'infiltrent dans la vie de votre conjoint avant que vous ne réalisiez ce qui se passe. L'équipe de Holden co-organise cet événement. Holden a suggéré ce restaurant à Scottsdale. En fait, tu aimerais beaucoup Holden. Il est intéressant. J'ai classé l'information. Je n'ai pas agi parce que j'étais Gideon Ashworth, l'homme qui gère les choses rationnellement, professionnellement, avec des preuves et des documents, et parce qu'une partie de moi n'était pas prête à savoir. Puis est arrivé février. Serena est rentrée d'un dîner de travail un vendredi soir, et elle était différente. Pas visiblement différente. Elle avait la même apparence, disait les bonnes choses, me demandait comment s'était passée ma journée, mais quelque chose avait changé dans l'air autour d'elle. De la même manière que vous pouvez entrer dans une pièce et savoir que quelqu'un venait de s'y disputer, même si c'est calme maintenant. Je sais comment cela sonne, mais je le savais. Je n'ai rien dit. Le lundi matin suivant, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, et je vous le dis d'emblée. J'ai consulté notre forfait téléphonique sur notre compte d'opérateur en ligne. Nous avions un forfait familial partagé, dont j'étais le titulaire du compte. J'ai sorti le journal des appels et des SMS de Serena pour les 30 derniers jours. Le numéro de Holden Greer apparaissait 212 fois. J'ai compté. Je suis avocat. J'ai compté. 212 contacts en 30 jours. Elle lui parlait plus qu'à n'importe qui d'autre dans sa vie, y compris moi. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté assis à mon bureau pendant environ 1 heure. Et puis j'ai fait ce que j'ai vu une centaine de mes clients échouer à faire. J'ai appelé quelqu'un qui pouvait m'aider à faire cela correctement. Son nom est Patrick Ducas. Il est détective privé agréé basé dans le quartier des Highlands à Denver. Je l'ai utilisé pour des vérifications diligentes et la recherche d'actifs dans des affaires pendant des années. Il est minutieux, discret et complètement imperturbable face aux situations compliquées. J'ai expliqué la mienne. Il a écouté sans interrompre. Il m'a dit ce dont il aurait besoin et ce à quoi je devais m'attendre. Nous nous sommes mis d'accord sur une provision. 6 semaines plus tard, le mardi soir où Serena m'a envoyé un message de Los Angeles à propos d'un mariage ouvert, j'avais un rapport d'enquête de 47 pages, une clé USB avec des photographies et des vidéos de surveillance. Et une image très claire de ce qu'avait été réellement mon mariage au cours des derniers mois. Holden Greer, 44 ans, associé principal chez Callaway Bride Architecture à Cherry Creek, divorcé il y a 18 mois, pas d'enfant. Conduisait une Porsche Macan grise ardoise que Patrick avait photographiée dans le parking de notre hôtel à Vail lorsque Serena avait assisté à une retraite de planification d'équipe en mars. La retraite, m'avait-elle dit, était un truc d'entreprise. La retraite où elle a partagé une chambre avec Holden Greer pendant 2 nuits pendant que je restais à la maison pour promener notre chien, commander de la nourriture thaïlandaise, regarder la télévision et la croire. La conférence de Los Angeles était réelle. La conférence était légitime. Vance Galloway l'envoyait bien là-bas pour représenter le cabinet, mais Holden Greer était aussi à Los Angeles. Il séjournait 3 étages au-dessus d'elle dans le même hôtel. Patrick l'avait confirmé le dimanche, le jour de son arrivée. Ainsi, lorsque son message est arrivé à 23h47 le mardi soir, je savais déjà ce que cela signifiait, la confiance derrière, ce n'est pas négociable. Ce n'était pas une femme qui posait une question effrayante à son mari. C'était une femme à qui quelqu'un d'autre avait déjà dit qu'elle méritait mieux, qu'elle pouvait avoir mieux, que la vie qu'elle avait n'était pas assez bonne, et que l'homme dedans n'était pas assez. Ce message portait les empreintes digitales de Holden Greer partout. Je pouvais le sentir. Compris. Dors bien. C'étaient mes 2 mots.
Pas de point d'exclamation, pas de question, pas de supplication, pas de colère, pas de « qu'est-ce que ça veut dire ?» Pas de « il faut qu'on parle ». Juste compris. J'imagine qu'elle a lu cela et a ressenti un petit frisson. Bien. Les 3 appels que j'ai passés cette nuit-là, le premier était à mon avocate, pas à moi. J'ai appris en regardant des clients essayer de se représenter eux-mêmes que même les avocats ne devraient pas gérer leur propre divorce. J'ai appelé Marguerite Deloca, l'une des associées en droit de la famille les plus brillantes de Denver, qui avait un bureau sur la 17e rue et absolument aucune sentimentalité à propos des situations compliquées. Je lui ai dit que je voulais commencer le processus. Je lui ai dit que la documentation était prête. Elle m'a dit qu'elle commencerait les formalités le matin. Le deuxième appel était à mon conseiller financier, un homme nommé Stuart Vance, sans lien avec le cabinet de Serena. Stuart gérait mes comptes d'investissement individuels, ceux que j'avais établis avant le mariage, et que j'avais continué à alimenter tout au long de celui-ci. J'avais toujours maintenu une séparation méticuleuse entre mes actifs prénuptiaux et nos finances conjugales communes, en partie par habitude professionnelle, en partie parce que 14 ans à observer des divorces m'avaient rendu prudent d'une manière que je n'avais jamais consciemment articulée, mais sur laquelle j'avais apparemment toujours agi. Stuart savait exactement pourquoi j'appelais avant que je ne le dise. Il s'attendait à moitié à l'appel depuis des mois. Il est doué comme ça. Le troisième appel était celui qui comptait le plus. Celui qui n'avait rien à voir avec la stratégie. J'ai appelé mon frère. Théo vit à Colorado Springs. Il a 4 ans de moins que moi, fabrique des meubles sur mesure et est l'être humain le plus ancré que j'ai jamais personnellement connu. J'ai surmonté toutes les épreuves de ma vie, en partie grâce au fait de savoir que Théo existe et qu'il décroche le téléphone. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il était plus de minuit. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tout. Les 8 mois d'accumulation de preuves. Patrick Ducas et ses 47 pages. Le parking de l'hôtel de Vail. Los Angeles. Le message. Ma réponse en 2 mots. Il a tout écouté sans interrompre, ce qui est la chose la plus utile qu'une personne puisse faire pour quelqu'un en crise. Puis il a dit, « As-tu besoin que je vienne ?» Je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a dit, « Est-ce que tu vas vraiment bien ou est-ce que tu vas bien en tant qu'avocat ?» J'ai réfléchi à cela une seconde, puis j'ai dit, « Je ne sais pas encore. » Il a dit, « C'est honnête. Appelle-moi demain. Je décrocherai. » C'était toute la conversation. C'était suffisant. Je veux m'arrêter ici et vous dire quelque chose sur ce que j'ai ressenti pendant ces 47 minutes, parce que je pense que c'est important. Il y a une sorte de clarté spécifique qui arrive dans une crise quand vous avez passé assez de votre vie à vous préparer pour exactement ce genre de situation sans savoir que c'est ce que vous faisiez. J'ai lu des soldats le décrire. Des chirurgiens. Des gens dans des situations d'urgence qui changent une vie et qui découvrent soudain que leur formation prend le dessus d'une manière qui semble presque détachée des émotions qui se passent en dessous. C'est ce qu'ont été ces 47 minutes. Mes mains étaient stables. Ma voix était stable quand j'ai appelé Patrick, quand j'ai appelé Marguerite, quand j'ai appelé Théo. J'ai dit les bonnes choses dans le bon ordre. J'ai pris des notes sur un bloc-notes juridique pendant que je parlais, ce qui est une habitude si profondément ancrée en moi que je le fais apparemment pendant mes propres catastrophes personnelles. Et puis j'ai raccroché avec Théo et je suis resté assis là, à la table de la cuisine, et Ahmet est entré de là où il dormait, a posé sa tête sur mon genou, et j'ai mis ma main sur sa tête et je suis juste resté assis là pendant un moment, sentant tout le poids de la situation. 9 ans. 9 ans à choisir quelqu'un. Chaque matin où vous vous réveillez à côté de la même personne est un choix, que vous en soyez conscient ou non. Des milliers de ces matins, des milliers de petites décisions de se présenter, de rester, d'être présent pour la vie de quelqu'un d'autre comme si c'était aussi la vôtre. Parce que c'était le cas, parce que c'est ce pourquoi vous aviez signé. 9 ans de cela, puis 11 mots sur l'écran d'un téléphone à 23h47 et toute l'architecture bascule et vous réalisez que la structure n'était pas ce que vous pensiez qu'elle était. Je ne raconte pas cette partie très souvent aux gens. La version clinique de l'histoire, la documentation, l'avocat, la préparation financière, cette partie, les gens la comprennent. Cette partie a une logique. Ce qui est plus difficile à articuler, c'est le moment à la table de la cuisine avec ma main sur la tête de mon chien où j'étais juste une personne dont le mariage se terminait et je me suis laissé ressentir cela avant de redevenir quelqu'un qui gérait les choses.
Je pense que c'est important. Je dis à mes clients que vous devez vous laisser le ressentir quelque part, même si ce n'est que pour quelques minutes avant que la gestion ne commence. Si vous passez directement à la gestion, vous le paierez plus tard de manière que vous n'attendez pas. Je l'ai vu arriver assez de fois pour le comprendre comme une règle plutôt qu'une suggestion. Donc, je suis resté assis là, puis je me suis levé, j'ai rincé ma tasse de café et je suis allé me coucher. Mercredi et jeudi, Serena m'a envoyé 2 messages. Normalement, sur des choses ordinaires. Si j'avais récupéré le nettoyage à sec. Si j'avais vu le renouvellement de son assurance auto dans le courrier. La dissonance cognitive de quelqu'un qui vient de faire exploser un mariage en demandant des nouvelles du nettoyage à sec est quelque chose que je ne pense pas que je comprendrai jamais complètement. J'ai répondu aux 2 messages de manière factuelle, calmement. Le nettoyage à sec était récupéré. Oui. Le renouvellement de l'assurance était sur le comptoir de la cuisine sous la corbeille de fruits. Elle a appelé une fois mercredi soir. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a laissé un message disant qu'elle passait un excellent moment. Les tables rondes étaient intéressantes. Elle serait à la maison vendredi à 18h. Aucune mention du message de mardi soir. Pas de suivi, pas d'explication. Cela aussi m'a dit quelque chose. Le silence m'a dit qu'elle était soit profondément embarrassée par la façon dont elle l'avait formulé, soit que quelqu'un lui avait conseillé de laisser reposer, de ne pas insister, de me laisser digérer et m'adoucir avant la vraie conversation. Je soupçonnais la seconde option. Jeudi soir, je suis resté dans mon bureau à la maison jusqu'à environ 2 heures du matin, à ne rien faire, juste assis, regardant la photo encadrée sur le mur, Serena et moi en Islande il y a 3 ans. Debout sur une plage de sable noir avec le vent qui détruisait nos 2 coiffures et nous 2 qui rions. Elle voulait aller en Islande depuis des années. Je l'avais surprise avec ce voyage pour notre 6e anniversaire. Nous étions heureux sur cette photo. Je n'en doute pas. Je pense que c'est la chose dans ce genre de situation dont les gens ne parlent pas assez. L'amour et la trahison peuvent tous 2 être réels. L'un n'annule pas l'autre. Les 2 font mal. J'ai enlevé la photo jeudi soir. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai mise dans une boîte dans le placard. Je ne voulais juste pas la regarder quand elle entrerait vendredi. J'ai aussi, jeudi après-midi, appelé mon père. Il vit à Fort Collins maintenant, à la retraite, 71 ans, toujours vif. Lui et ma mère avaient été mariés pendant 43 ans avant son décès. Il ne s'est jamais remarié. Il m'a dit une fois qu'il ne pensait pas qu'il serait juste d'essayer de reproduire quelque chose d'aussi spécifique avec quelqu'un de nouveau. Je lui ai raconté ce qui se passait, la version courte. Il a écouté comme il écoute toujours, sans interruption, sans se presser de combler le silence. Puis il a dit, « Est-ce que ça va aller ?» J'ai dit, « Oui, papa, je pense. » Il a dit, « Tu as toujours été celui qui trouvait des solutions. » Parfois, je m'inquiétais que cela te rende trop dur avec toi-même quand quelque chose ne se passait pas comme tu l'attendais. Je n'avais pas de réponse à cela. Il a dit, « Appelle-moi après qu'elle soit rentrée vendredi. Peu importe l'heure. » J'ai dit que je le ferais. Je l'ai fait. Cette conversation du vendredi soir, après que Serena et moi ayons parlé et qu'elle soit montée dans la chambre d'amis. Je suis sorti sur le porche arrière dans le noir et j'ai appelé mon père et lui ai raconté comment ça s'était passé. Il a tout écouté. Quand j'ai eu fini, il a dit, « Tu as bien géré la situation. » Et venant d'un homme qui n'a jamais de sa vie fait de compliments qu'il ne pensait pas, cela comptait plus que je ne pouvais le dire sur le moment. J'ai repensé à cet appel dans les mois qui ont suivi, à la façon dont la version de moi-même qui était assise à cette table de cuisine le mardi soir, préparée pour une crise contre laquelle je m'étais armé en silence pendant 6 semaines, cette version de moi a été construite par quelque chose. Construite par un père qui était présent, par un frère qui décroche le téléphone à minuit, par une profession qui m'a appris à regarder clairement ce qui se passe réellement plutôt que ce que je souhaiterais qu'il se passe. Rien de tout cela n'a diminué la perte, mais cela a rendu la survie possible. Ce n'est pas rien. C'est en fait presque tout. Serena est rentrée à 18h22. J'étais assis dans le salon. J'avais fait du café, ce qui est quelque chose que je fais quand je traite des choses, apparemment. Il n'y avait pas de dîner de préparé, ce qu'elle a remarqué immédiatement parce que je cuisinais presque toujours le vendredi. Elle a laissé tomber son sac près de la porte et m'a regardé.
Son expression était composée et prudente de cette manière spécifique qui me disait qu'elle avait passé une partie importante du vol de retour à se préparer pour ce moment. Elle s'est assise en face de moi, pas à côté de moi, en face. Alors, a-t-elle dit, nous devrions parler. Oui, ai-je dit, nous devrions. Elle avait clairement préparé quelque chose, un discours, ou au moins les grandes lignes. Je pouvais le dire à la façon dont elle tenait ses mains, entrelacées sur son genou comme si elle s'ancrait à quelque chose. Serena n'est pas une personne nerveuse par nature. Elle était nerveuse maintenant. Je sais que ce message est probablement mal passé, a-t-elle commencé. Je n'aurais pas dû le dire de cette façon. La formulation était mauvaise. Je pensais à cela depuis longtemps et je pense que le vin et la distance m'ont donné l'impression qu'il était plus facile de le dire comme ça. J'apprécie le contexte, ai-je dit. Ma voix était très égale. C'est une autre chose. Quand je suis vraiment contrarié, je deviens très calme et très égal. Cela déconcerte les gens qui s'attendent à du volume. Elle m'a regardé attentivement. Tu ne vas pas crier. Non. D'accord. Une pause. Je pense que nous nous sommes éloignés, Gideon. Je pense que nous nous éloignons depuis longtemps. Je ne suis pas heureuse. Je ne pense pas que tu sois heureux. Et j'ai rencontré des gens qui te font sentir différemment. Elle a cligné des yeux. Oui. Oldengraer. Le nom a frappé la pièce comme une pierre frappant une eau calme. Son visage. Je l'ai regardé passer par 3 ou 4 choses en succession rapide. Le choc, puis une sorte de soulagement coupable que ce soit sorti, puis quelque chose de plus calculateur. Réévaluation. Comment connais-tu ce nom? Ce n'était pas une question. C'est sorti platement. Je suis avocat en droit de la famille, ai-je dit. Quand j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas dans mon propre mariage, j'ai fait ce que je dirais à n'importe quel client de faire. J'ai tout documenté. J'ai engagé quelqu'un de qualifié pour m'aider à comprendre à quoi j'avais affaire. Elle m'a fixé. J'ai 47 pages, ai-je dit. J'ai des photographies et des séquences vidéo. J'ai des dossiers. Et j'ai passé les 6 dernières semaines à m'assurer que lorsque cette conversation aurait lieu, j'y serais préparé. Elle s'est adossée. Ses mains s'étaient séparées sur ses genoux. Gideon. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas te menacer. Je ne suis pas intéressé à te punir. Mais je ne vais pas non plus prétendre qu'un mariage ouvert est une conversation que nous pouvons avoir comme si rien d'autre ne s'était passé. Parce que quelque chose d'autre s'est passé, quelque chose qui se passe depuis des mois. Et ce que tu décris en réalité n'est pas un mariage ouvert. C'est une relation qui existe déjà, demandant une permission rétroactive. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-elle dit finalement. Sa voix avait changé. Le discours préparé avait disparu. Je sais que tu ne le voulais pas, ai-je dit. Et je le croyais aussi. C'est la vérité compliquée de ces situations. Les gens ont rarement l'intention que les choses deviennent ce qu'elles deviennent. Ils font de petits choix, puis des choix un peu plus grands. Et un matin, ils envoient un message à leur mari depuis le bar d'un hôtel à Los Angeles avec un ultimatum qu'ils n'auraient jamais imaginé envoyer 5 ans auparavant. Alors, où cela nous mène-t-il, a-t-elle demandé. J'ai dit, Marguerite Delacaz a commencé à rédiger les documents. J'imagine que tu voudras engager ton propre avocat. Je te recommanderai quelqu'un en dehors de mon réseau professionnel, que je peux t'aider à identifier si tu le souhaites. La maison est le principal actif à discuter. Mes comptes d'investissement prénuptiaux sont documentés séparément et légalement distincts. Je pense que cela peut être géré sans conflit important si nous choisissons tous les deux de le gérer de cette façon. Elle m'a regardé comme si je lui avais parlé dans une autre langue. Tu as déjà commencé le processus, a-t-elle dit. Oui. Depuis quand? Mardi soir. Après ton message. Elle a mis son visage dans ses mains, ne pleurant pas exactement, juste dépassée, je pense, par la sensation spécifique de réaliser que pendant qu'elle rentrait en avion, préparée pour une négociation, la maison avait déjà été réarrangée autour d'elle. Je veux vous dire une dernière chose sur cette conversation du vendredi soir avant d'en arriver à ce qui s'est passé après. À la fin, après que j'ai expliqué la documentation, après avoir dit le nom de Marguerite,
après que la pièce ait été très silencieuse pendant un long moment, Serena m'a regardé et a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit, « Je suis désolé de t'avoir fait ça. Pas désolé pour tout, mais désolé de la façon dont je l'ai géré. Tu méritais mieux qu'un message d'un bar d'hôtel. » Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai dit, « Oui, c'est vrai. Pas plus que ça. » Mais je le pensais comme la vérité plutôt que comme une accusation. Et je pense qu'elle l'a entendu de cette façon. Il y avait quelque chose dans cet échange, petit, imparfait, insuffisant selon la plupart des normes, qui était la chose la plus honnête que nous nous soyons dites en probablement 2 ans. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une absolution. C'était juste 2 personnes dans un mariage en échec qui parvenaient brièvement à être pleinement honnêtes l'une envers l'autre avant que tout ne devienne trop compliqué pour l'honnêteté. J'ai beaucoup pensé à ce moment. Je pense que c'était la meilleure version de la façon dont cela aurait pu se passer. Pas bonne, mais la meilleure disponible. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi n'a pas été dramatique de la manière dont la télévision voudrait vous faire croire que le divorce est dramatique. Il n'y a pas eu de dispute criarde. Personne n'a rien jeté. Aucune scène terrible ne s'est déroulée dans l'allée. Nous étions 2 adultes qui s'étaient aimés et qui avaient ensuite cessé de répondre aux besoins de l'autre. Et l'un de nous avait mal géré cela. Et maintenant, nous allions régler la réalité pratique de démêler 9 ans de vie commune aussi proprement et rapidement que possible. Serena a emménagé dans la chambre d'amis pendant 3 semaines pendant qu'elle trouvait un appartement. Elle a trouvé un logement à Capitol Hill, à environ 10 minutes de l'endroit où vivait Holden Greer, un fait que j'ai traité puis laissé de côté car ce n'était plus mon territoire. Nous avons partagé les choses sans grand conflit. Elle a gardé les meubles que nous avions achetés ensemble. J'ai gardé le chien, un Golden Retriever de 8 ans nommé Emmett, qui avait toujours été plus mon chien que le sien, et qui semblait vaguement déconcerté par tout ce qui se passait, mais s'est adapté, comme le font les chiens, en me suivant simplement de pièce en pièce plus étroitement que d'habitude. J'ai trouvé la loyauté d'Emmett pendant cette période extrêmement réconfortante, et je n'ai pas honte de le dire. La maison a été mise en vente en avril. Nous avons partagé la valeur nette. Étant donné que j'avais maintenu une documentation méticuleuse de ma contribution prénuptiale à la compte, Marguerite a pu s'assurer que la division reflétait l'histoire réelle plutôt qu'une répartition par défaut de 50-50e. C'est pourquoi la documentation est importante. C'est ce que je dis à mes clients et c'est ce que j'avais fait presque inconsciemment pendant près d'une décennie. Le divorce a été finalisé début juillet, 5 mois du message à la signature. Rapide selon toutes les normes. Rapide parce que nous étions tous les 2 honnêtes sur ce qui s'était passé et qu'aucun de nous ne voulait aggraver les choses. Voici ce que je veux dire sur Holden Greer parce que vous vous posez probablement la question. Je ne l'ai jamais contacté. Je n'ai jamais envoyé de message. Je ne me suis jamais présenté ou que ce soit où il était. Je n'ai jamais fait de démarche professionnelle contre lui. Il n'avait rien fait d'illégal et rien qui ne relevait finalement de mes affaires à juger. Serena était responsable des choix qu'elle a faits dans notre mariage. Holden Greer n'était pas mon problème. J'ai entendu dire par des cercles professionnels communs, le monde de l'architecture et de l'immobilier de Denver recoupant mon monde professionnel plus que vous ne le pensez, que la relation a continué pendant quelques mois puis s'est terminée discrètement. Je ne connais pas les détails et je n'ai pas demandé. Je ne souhaite aucun mal à Serena. Je ne souhaite aucun mal à Holden Greer. Je veux juste ne plus faire partie de leur histoire. J'ai emménagé dans un nouvel endroit à Cherry Creek North en août. Plus petit que la maison, plus calme que la maison, entièrement à moi d'une manière que la maison ne l'a jamais complètement été. J'ai gardé les choses qui comptaient pour moi, les livres, l'équipement de cuisine avec lequel j'ai toujours cuisiné, le vieux bureau de mon père que j'ai depuis l'âge de 23 ans. J'ai acheté de nouveaux meubles pour tout le reste. Recommencer à des textures spécifiques et étranges. La première fois que j'ai fait des courses pour une cuisine qui n'était qu'à moi, je suis resté dans la section des fruits et légumes pendant environ 4 minutes de plus que nécessaire, réalisant que je n'achetais que la nourriture que je voulais vraiment. Cela semble être une petite chose. Ce n'en était pas une. Des gens m'ont demandé, des collègues, des amis, le client occasionnel qui découvre ce qui s'est passé, comment je suis resté si calme pendant tout cela, comment j'ai pu être si contrôlé quand ma femme est rentrée à la maison et que je lui ai dit que j'avais déjà commencé le processus. Si c'était une sorte de détachement professionnel, une capacité à compartimenter qui venait de 14 ans à gérer les désastres des autres. La réponse honnête est que ce n'était pas du calme.
Cela ressemblait à du calme de l'extérieur, et je savais exactement comment le faire paraître ainsi. Mais ce qui se passait à l'intérieur était quelque chose que je suis encore en train de travailler avec une thérapeute que j'ai commencé à voir en mars, une femme nommée Dr. Angela Forsyth, qui a un cabinet à Cherry Creek et qui m'a aidé à comprendre qu'être bon pour gérer les choses extérieurement ne signifie pas que vous les traitez réellement intérieurement. C'était une nouvelle pour moi, embarrassante à 42 ans. Ce que j'ai fini par comprendre, et je le dis non pas en tant qu'avocat, mais en tant que personne, c'est que dès l'instant où Serena a envoyé ce message, quelque chose en moi savait déjà que le mariage était terminé. Pas à cause du message lui-même. Le message n'était que la surface de quelque chose qui s'érodait depuis bien plus longtemps. La vraie fin s'était produite progressivement au fil des mois et des années dans de petits moments de déconnexion que ni l'un ni l'autre n'avions pris la peine d'aborder jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la chose que personne ne vous dit sur la fin d'une longue relation. Elle ne se termine pas au moment où la chose dramatique se produit. Elle s'est terminée bien avant cela, dans une centaine de moments silencieux. La chose dramatique, c'est juste quand vous arrêtez enfin de faire semblant. J'ai 42 ans. J'ai Emmett, qui dormira au pied de mon lit jusqu'à ce que l'un de nous soit parti. J'ai mon frère, Théo, qui est monté de Colorado Springs le week-end après que Serena a déménagé et m'a aidé à déplacer des meubles et ne m'a posé aucune question à laquelle je n'étais pas prêt à répondre. J'ai un travail dans lequel je suis bon et que je trouve véritablement significatif, même les jours où il est lourd. J'ai une table de cuisine qui est à moi dans un appartement qui est à moi et je dîne dessus la plupart des soirs et c'est, plus souvent que je ne l'aurais cru, suffisant. Je ne vais pas vous dire que je suis arrivé à un lieu resplendissant de plénitude et de gratitude. Je ne crois pas à ces histoires. Je crois en l'accumulation lente de matins ordinaires. Je crois en la version de la guérison qui ne ressemble à rien de l'extérieur. Où vous vous réveillez juste un jour et réalisez que vous avez passé toute la journée sans être assailli par quelque chose que vous n'attendiez pas. Ce jour arrive. Il est arrivé pour moi. Il arrivera pour quiconque lit ceci. Ce que je sais, ce que j'emporte dans le prochain chapitre de ma vie, c'est ceci. Je n'ai pas peur de ma propre compagnie. Je ne l'ai jamais été, en fait. J'ai juste oublié pendant quelques années. Je suis quelqu'un qui, face à une situation impossible, a fait les choix qui étaient justes pour la vie que je voulais réellement avoir plutôt que pour la performance de la vie que je pensais devoir maintenir. J'ai aimé Serena sincèrement et complètement pendant une partie importante des années où je l'ai eue. Cet amour était réel et il a compté et je le porterai avec respect plutôt qu'avec amertume. Et je comprends maintenant, d'une manière que je ne comprenais pas entièrement avant, pourquoi mes clients me remercient parfois non seulement pour le travail juridique, mais pour le fait que je les regarde sans jugement quand leurs vies sont en morceaux. Je comprends ce qu'il en coûte de s'asseoir en face de quelqu'un et d'admettre que la chose que vous avez construite n'est plus debout. Cela coûte tout et rien en même temps, et vous y survivez. Je le sais parce que je l'ai fait. 11 mots. Je veux un mariage ouvert. Ce n'est pas négociable. Nous pourrons parler quand je rentrerai vendredi. 2 mots en retour. Compris. Dors bien. Et puis 47 minutes d'appels téléphoniques qui ont tranquillement commencé le reste de ma vie. Je ne sais pas à quoi Serena s'attendait. Peut-être qu'elle s'attendait à des supplications. Peut-être qu'elle s'attendait à de la colère. Peut-être qu'à un certain niveau, elle s'attendait à ce que je me batte pour quelque chose dans lequel aucun de nous n'avait été pleinement présent depuis des années. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est un mari qui avait passé 14 ans à enseigner à d'autres comment se protéger et qui avait finalement appliqué cette connaissance à lui-même. Certaines leçons prennent plus de temps qu'elles ne le devraient. Ce n'est pas grave. L'important est que vous appreniez.